Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Ouverture ce matin à Zender de la 11e édition des Journées des communes du Niger. C'est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire qui a présidé la cérémonie. Visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ce matin dans 2 établissements sanitaires de Niamey. Il s'agissait pour Garba Hakimi de constater l'état de fonctionnement du matériel. Et puis rencontre de travail à Zender entre la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et le noyau régional sur la sensibilisation du DIFON, les échos dans cette édition. Et nous ouvrons sur ce communiqué du secrétariat général du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani a signé ce jour, lundi 23 juin 2025, un décret portant convocation de la première session du Conseil consultatif de la refondation. Au terme de ce décret, la première session du Conseil consultatif de la refondation est convoquée le samedi 28 juin 2025, signé Mamadou Faye Lawali, secrétaire général du gouvernement. Et puis le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a échangé ce jour à son cabinet avec le chef de la mission résidente de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Le développement de l'agriculture et de l'énergie au Niger ont été les sujets évoqués avec Ali Mohamed Laminzen en présence des responsables sectoriels. Abari Amiti, Askou Jibrila. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Laminzen, prenait part au Development Days, les journées de développement organisées par la Banque ouest-africaine de développement BOAD, tenues du 12 au 13 juin 2025 à Lomé. Le financement de la transition énergétique et de l'agriculture durable, défis, opportunités et solutions était le thème de cette rencontre qui a regroupé 25 pays. Aussitôt de retour, le Premier ministre, en présence des responsables sectoriels, rencontre le chef de la mission résidente de la BOAD au Niger. Le développement de l'agriculture et de l'énergie est au centre des échanges, conformément à la vision du chef de l'État. Cette réunion technique a fait l'objet de discussions sur les opérations de la BOAD au Niger et particulièrement les priorités du Niger. Comment la BOAD peut intervenir pour financer, comme elle le fait, accompagner le Niger dans ses efforts pour le développement économique et social. Et les priorités du Niger, on le connaît, c'est l'agriculture, la sécurité alimentaire en première priorité. Et la deuxième priorité, c'est l'énergie, comme vous le savez. Donc la séance de travail a été vraiment marquée par des propositions que nous avons bien retenues du Premier ministre pour financer ces 2 secteurs. Et nous avons reçu ces instructions et on a travaillé avec toute son équipe et les sectoriels pour pouvoir définir les priorités en matière agricole. Donc on va travailler dès à présent avec ces équipes pour pouvoir formuler de nouveaux projets sur l'agriculture et l'énergie portés par l'ONAHA et la Nigélec. Donc ça permettra vraiment d'aller dans le sens de contribuer au programme de sécurité alimentaire du gouvernement qui est inscrit dans la grande irrigation et la Nigélec aussi pour pouvoir contribuer à réduire le déficit énergétique du Niger. Un bref délai a été accordé à tous les experts et responsables concernés pour présenter des projets planifiés. Vu l'urgence de ces projets, on a 1 semaine pour travailler avec les équipes et formuler les projets et sortir les requêtes. Donc, dans un délai d'1 semaine, nous reviendrons effectivement pour lui remettre les requêtes de financement qui seront transmises à la BOAD pour leur instruction. Le développement de l'agriculture à travers la grande irrigation et l'investissement dans l'énergie, notamment électrique, sont des objectifs des autorités de la refondation. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, tient à la concrétisation de ces projets pour le bien-être des populations nigériennes.
Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba a entamé ce matin une mission de travail dans la région de Zender, une mission qui s'inscrit dans le cadre de la 11e édition des Journées des communes du Niger. À sa descente d'avion, le ministre d'État a été accueilli en grande pompe par les populations du Damagaram avant de visiter les stands d'exposition prévus dans le cadre de cette rencontre. Kassou Moutari, Abdraman Mazou. À l'aéroport international de Zender, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a reçu un accueil chaleureux et enthousiaste de la part des populations du Damagaram, mobilisées autour des autorités administratives et coutumières. En effet, à sa descente d'avion, le ministre Mohamed Toumba a été salué par le secrétaire général du ministère en charge de l'Intérieur à Zender depuis quelques jours pour appuyer l'organisation de la rencontre des Journées des communes du Niger, 11e édition. Puis salué par le gouverneur de la région, le colonel Masallachi Mansani, l'administrateur délégué de la ville de Zender, El Hadji Issou Maman, le sultan du Damagaram, avant de recevoir les honneurs militaires et salué ensuite par les représentants des couches socio-professionnelles de la région. Immédiatement après cet accueil, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a visité plusieurs stands d'exposition des produits agro-silvopastoraux, entre autres. Cette activité est prévue dans le cadre de la rencontre des Journées des communes, 11e édition que la région de Zender accueille cette année. Il s'agissait pour les communes, à travers l'organisation de cette activité, de partager les expériences et autres bonnes pratiques. Ils profitent de cet espace pour échanger avec leurs pairs sur les défis communs, accès aux services sociaux, sécurité, environnement entre autres, et partager les innovations locales qui ont réussi dans leur zone. Cela renforce l'apprentissage collectif et l'inspiration mutuelle. Une activité hautement appréciée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Ainsi, la capitale du Damagaram a abrité ce matin l'ouverture officielle de la 11e édition des Journées des communes du Niger avec pour thème central gouvernance locale dans le contexte de la refondation. Cet événement important pour la bonne marche de nos communes a été placé sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Nous y reviendrons. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin-colonel-major Garba Hakimi, a effectué ce matin à Niamey une série de visites au niveau de l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo et au Centre national de lutte contre le cancer. Objectif constaté de viser le fonctionnement du matériel acquis sur fonds propres de l'État pour l'amélioration de la prise en charge des populations. Jamila Amadou, Yazirabiou. C'est dans le souci d'améliorer la santé des populations du Niger que les plus hautes autorités se sont fixés des objectifs. Objectifs qui visent à offrir des soins de qualité à travers notamment la mise à la disposition du matériel de pointe dernière génération aux formations sanitaires, à savoir l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo et le Centre national de lutte contre le cancer. L'objet de la visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin-colonel-major Garba Hakimi, témoigne cet engagement sans faille de l'État à assurer des soins de qualité aux populations. Le service d'imagerie médicale a constitué la première étape de cette visite du médecin-colonel-major Garba Hakimi qui est venu soutenir et encourager les agents et constater l'effectivité et l'installation du nouveau matériel acquis. Même exercice au niveau de la nouvelle infrastructure d'endocrinologie construite par la BIA au profit des diabétologues qui sera bientôt mise en service. Le ministre de la Santé, le médecin-colonel-major Garba Hakimi, a mis à profit cette visite pour s'inquiéter du fonctionnement d'une unité de production d'oxygène où des explications lui ont été fournies par les responsables de cet hôpital. Donc ce matin, il a voulu passer pour voir si l'effectivité de l'installation et de la formation des agents est en cours. Effectivement, il était content de voir que le scanner a été installé
les agents ont commencé à être fonctionnels, ils ont commencé même à prendre la main et utiliser le scanner. Ils ont fait une 50aine de patients de vendredi à aujourd'hui. Donc le ministre a été ravi de voir cela et a félicité l'équipe qui a installé ce scanner. Ensuite, il a visité l'ancien local du scanner qui a été réhabilité. C'est toujours dans le même cadre de renforcer les capacités des hôpitaux en matière de scanner et de radiologie. Donc il a vu aussi que l'ancien scanner a été réhabilité. Donc aujourd'hui, où on vous parle, on peut vous dire que l'hôpital national Amilou Boucar Diallo a 2 scanners fonctionnels. Au niveau du Centre national de lutte contre les cancers, deuxième étape de la visite de la délégation ministérielle, ce sont également des explications qui ont été données aux visiteurs sur le fonctionnement du nouveau matériel acquis par les responsables du département de la radiothérapie dans le cadre de la prise en charge des malades. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur le ministre pour pouvoir faire le tour de la chaîne du traitement. À commencer tout d'abord par le scanner de simulation, le scanner dosimétrique. Puis nous avons été dans la salle de dosimétrie même. Après la salle de dosimétrie, ce fut le tour de la salle de traitement et avec la visite de la machine elle-même. Nous avons présenté au ministre le niveau de nos activités concernant la radiothérapie. L'objectif ultime étant bientôt que la radiothérapie soit une réalité dans notre pays pour le bien de nos patients. L'occasion a été saisie par la délégation ministérielle pour rendre visite à une jeune fille guérie du cancer. Le médecin colonel-major Garba Hakimi a félicité les médecins et intervenu dans le cadre du traitement de la patiente avant de saluer les efforts que ces agents fournissent dans le cadre de la prise en charge des patients. Pour la manipulation de ces appareils, il faut la formation. Et cette formation se fait non seulement à l'étranger, mais aussi il faut une formation sur place avec l'équipement en tant que tel. Donc vous avez vu au niveau du scanner, donc il y a une équipe qui est là, qui est en train de former les utilisateurs de ce scanner-là. Un scanner de très haute qualité, il va falloir le manipuler avec beaucoup plus de prudence, qu'on soit sûr que les équipes qui sont là peuvent manipuler ça en toute sécurité. Et c'est ça qui nous motive à faire tous ces circuits-là pour qu'on soit sûr qu'ils soient en train de recevoir la formation nécessaire pour que ces équipements-là puissent être utilisés au grand bonheur de la population. Et l'année de même, ici au niveau du Centre national de lutte contre les cancers, vous savez, on a mis en place un appareil de radiothérapie avec d'autres accessoires, genre le scanner de simulation, comme il l'a dit, qui ont été mis en place. C'est des appareils de très haute qualité dans le cadre du traitement contre le cancer. En marge de cette visite, je voudrais le souligner, au niveau de l'hôpital national Amilou Boucar Diallo, nous avons visité un certain nombre de services et d'infrastructures, notamment l'unité de radiologie, où il y a quelque part là-bas qui fait que l'appareil ne marche pas. Mais déjà sur place, nous avons trouvé la solution au problème. Ça sera réglé ainsi. La santé de la population fait partie des priorités de l'État pour laquelle il continue de déployer des moyens énormes pour garantir l'accès aux services de santé et la qualité de la prise en charge aux populations. Une réunion stratégique s'est tenue ce matin à Niamey sur la gestion du foncier rural, réunissant une délégation tchadienne et des représentants nigériens. Des échanges au cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, suivis de discussions techniques avec les experts de la GIZ. Un rendez-vous riche d'enseignements destiné à harmoniser la gouvernance foncière. Issa Ousmane Mohamed, Hamidou Abdoulaye. Ce matin à Niamey, des experts de la GIZ se sont réunis avec une délégation tchadienne dans le cadre d'un atelier technique sur la gouvernance foncière. Le coordonnateur adjoint de cluster GIZ, chargé de la thématique foncière, a rappelé l'objectif. Partager les méthodes qui ont permis au Niger de renforcer sa politique foncière depuis 2013 de la loi cadre jusqu'à l'adoption en 2020 d'un code national du foncier. Nous avons reçu la délégation du Tchad qui est venue s'inspirer ou se renseigner, au moins s'informer sur comment est-ce que ce groupe technique des PTF qui interviennent dans le domaine foncier travaille, comment est-ce qu'ils apportent leur soutien et leur accompagnement à l'État du Niger et comment est-ce qu'ils ont pu avancer, amener l'État du Niger
à faire des pas supplémentaires et des pas importants dans le cadre de la mise en œuvre de la politique foncière nationale du Niger. Le Tchad entend s'inspirer du modèle nigérien en matière de gouvernance foncière pour asseoir sa politique foncière des matières durables. Nous sommes en mission ici au Niger dans le cadre d'échanges d'expériences en matière de réforme foncière. Le Niger est très bien avancé sur ces questions de gestion foncière et de la réforme foncière de manière générale. Parce qu'en écoutant tout à l'heure les uns et les autres, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que la société civile au Niger joue un rôle extrêmement important. L'État aussi a permis à ce que la société civile, les partenaires, soient ensemble et discuter et donner des orientations. Alors que les enjeux liés à la terre restent au cœur de nombreux conflits en Afrique, cette coopération sud-sud appuyée par des partenaires techniques comme la GIZ apparaît comme un modèle d'inspiration pour toute la région du Sahel. Auparavant, cette délégation tchadienne conduite par le directeur général du CADAS, président du comité multi-acteur Idriss Bachar Kari, a été reçue en audience par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mohamed El Hadj Ousmane, pour intégrer ses perspectives dans le cadre officiel de l'État. Le ministre a salué la démarche d'apprentissage mutuel. Il a souligné que cette collaboration entre les experts techniques et les autorités politiques est essentielle pour assurer une gouvernance foncière stable, garante de la paix sociale et du développement rural. Une rencontre de travail a regroupé ce matin à Zender la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et le noyau régional pour la sensibilisation sur le dit fonds. Madame Rareki Jarmakoy a également échangé avec les membres du groupement féminin des épouses des forces de défense et de sécurité de la région. Ces échanges ont porté notamment sur la gestion du fonds et les objectifs qui lui sont assignés. Matotouraki, Abdraman Mazou. Lors de la rencontre, la présidente du comité de gestion du fonds a rappelé les objectifs du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie qui s'articulent à très court terme autour de la sécurité et la souveraineté du Niger et à moyen terme autour de la souveraineté alimentaire. L'instant après, les échanges de la rencontre ont été articulés autour de la gestion du fonds, les objectifs du FSSP, le phénomène de la désinformation dans l'espace numérique qui prend de l'ampleur et qui compromet la cohésion sociale et sape les efforts dans la lutte contre le terrorisme. La mobilisation sociale et des marches inclusives dans le combat pour la souveraineté nationale à travers des campagnes de sensibilisation. Au terme des échanges, le chargé de communication adjoint du comité de gestion a lancé cet appel. Le Niger est en guerre, a besoin de tous ses fils et ses filles pour la conquête de sa souveraineté, sa dignité. Et pour cela, chaque geste compte. Et le meilleur moyen d'apporter ce geste-là, c'est de contribuer au Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité, c'est le fonds créé pour soutenir l'effort de guerre. Toujours dans la même dynamique, Brareki Hassan Germakoy devait échanger avec le groupement des épouses de forces de défense et de sécurité de Zender à la zone de défense numéro 3. Profitant du cadre, la présidente a expliqué que le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie doit être un outil d'exercice de la bonne gouvernance et un instrument financier pour l'ensemble des Nigériens. Elle a aussi évoqué des thématiques en lien avec les valeurs du patriotisme, de la citoyenneté, du civisme, de la dignité et de la patrie. La présidente du groupement féminin des épouses de forces de défense et de sécurité, Mme Hussein Hadiza, a saisi l'occasion pour remercier ce leadership de la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie pour la réalisation de plusieurs chantiers qui traduisent la volonté des autorités de la refondation de garantir des meilleures conditions de vie aux laborieuses populations nigériennes. Et pendant ce temps, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie continue d'être alimenté par les bonnes volontés. Ce matin, des contributions au titre des prélèvements ont été versées par la ville de Niamey et Canal Plus Niger. Ici Haruna Abdoulaye Ali. Le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, continue de recevoir les contributions au dit fonds. Ce lundi, ces contributions ont été ouvertes par la ville de Niamey. Nous avons l'honneur de vous remettre le chèque de 7 377 500 représentant le prélèvement fait sur les taxis, les FABA et les tricycles sous la conduite de l'administration de la ville de Niamey. Cette somme, nous voulons la dédier
aux forces de défense et de sécurité pour assurer l'intégralité du territoire national. La ville de Niamey a été suivie des Canal Plus Niger. Donc, conformément à la décision de l'État d'instituer un prélèvement de 10 francs sur chaque abonnement, nous sommes ce matin au FSSP pour faire la remise du montant de 878 480, constituant le montant prélevé durant le mois de mai. Ce qu'il faut mentionner, c'est que Canal Plus a pris entièrement en charge ce montant sans avoir à l'imposer directement à nos abonnés. Pour rappel, nous sommes aujourd'hui à notre 3e contribution. L'alimentation régulière du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, contribuera à la refondation tant prônée par les plus hautes autorités du pays. Suite de cette édition, le bureau exécutif du mouvement M62 a rendu public une déclaration relative à l'évolution de la situation socio-économique, politique et sécuritaire de notre pays. Au cours de cette sortie médiatique, le M62 a félicité les autorités pour les nombreux efforts consentis à tous les niveaux pour la quête de la souveraineté et le bien-être des populations. Hassimi Abdoulaye, Issoufou Mohamed. C'est par une prière pour exprimer sa compassion au peuple nigérien et aux familles des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur que le mouvement M62 a débuté sa sortie médiatique hier 22 juin à Niamey. Dans la déclaration qu'il a rendue publique à cette occasion, le M62 s'est d'abord penché sur la gestion des ressources naturelles du Niger. La situation sécuritaire a été aussi évoquée, une situation pour laquelle l'État du Niger ne ménage aucun effort jour et nuit pour la défense de l'intégrité du territoire national. Face à cette manœuvre, nos États ont mis en place, à travers la Confédération des États du Sahel, la force mixte, un dispositif militaire déjà opérationnel pour finir avec le terrorisme dans notre espace. Et il s'agit d'une question de temps, Inch'Allah. Et l'histoire retiendra impitoyablement le rôle joué par chacun. C'est le lieu de saluer le courage et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité qui défendent la patrie au prix du sacrifice ultime. Dans ce contexte, comment ne pas évoquer la lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale? Si la COLDEF n'a pas été performante et que la justice aussi n'a pas traité pendant toutes ces années les dossiers mis à sa disposition. Pour obtenir les résultats escomptés de cette lutte, le mouvement M62 recommande au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, l'adoption d'une ordonnance pour créer un tribunal spécial avec tous les pouvoirs pour juger à travers des procès équitables et diffuser à la télé nationale en direct tous les dossiers de délinquance économique, financière et fiscale. Enfin, sur le plan international, le M62 s'est résolument penché sur le conflit entre Israël et l'Iran. À ce niveau, le M62 recommande la destruction des bombes atomiques dans tous les pays détenteurs pour rassurer ceux qui n'en ont pas et pour que le monde puisse rester en paix. Déclaration des travailleurs de la Nigélec suite à la nationalisation de cette société décidée dernièrement en Conseil des ministres. Les travailleurs de la Nigélec disent avoir pris acte de cette nationalisation et apportent leur soutien au CNSP et au gouvernement dans leur quête de souveraineté énergétique. Un extrait de cette déclaration lu par le président du comité d'établissement de la Nigélec. Nous prenons acte de la nationalisation de la société nigérienne d'électricité Nigélec, de la chute des pylônes intervenus sur la ligne 330 Kenji-Birninkebi. Le 7 mai 2025, 3 pylônes de la ligne 330 Kenji-Birninkebi sont tombés suite à un violent orage en territoire nigérien, aggravé par 3 autres le 29 du même mois, entraînant des délestages tournant dans la zone fleuve, malgré la mise en fonctionnement de tous nos moyens de production propres. En dépit des moyens colossaux que la Nigélec a injectés pour atténuer les souffrances de la population, ce cas de force majeure a malheureusement impacté le climat social entre la Nigélec et sa clientèle. Ayant pris conscience des désagréments causés par ce délestage,
nous ne pouvons que nous excuser à l'endroit de la population pour sa patience et sa résilience. Nous recommandons au gouvernement de doter la Nigélec en moyens de production capables de couvrir les besoins de la population en énergie électrique afin de concrétiser la souveraineté énergétique. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes civiles et militaires d'attaques lâches et barbares perpétrées par des terroristes et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Apportons notre soutien indéfectible au CNSP et à son gouvernement dans la quête de la souveraineté énergétique. Les prières en faveur du Niger et de son peuple se poursuivent dans la région d'Agadez. Samedi dernier, les populations d'Ingal ont organisé une séance de lecture du Saint-Coran suivie d'invocations pour la paix et la prospérité de notre pays. Une activité à laquelle a assisté son Altesse le Sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou, en présence des autorités départementales et communales. Moussa Efale, Amadou Ibrahim Mariko. Cette séance de lecture collective du Saint-Coran initiée et organisée par l'honorable sultan de l'Aïr Oumarou Ibrahim Oumarou s'est déroulée samedi 21 juin 2025 dans cette célèbre mosquée d'Ingal, vieille de plus de 800 ans. D'éminents ulémas de la cité d'Ingal, autour du sultan de l'Aïr Oumarou Ibrahim Oumarou, en présence du préfet du département d'Ingal, de l'administrateur délégué de la commune rurale d'Ingal, ont imploré la clémence d'Allah, Dieu le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent, la paix, la sécurité, la cohésion sociale en faveur de notre pays. Nous voilà aujourd'hui dans la zone d'Ingal pour implorer Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour qu'il puisse être aux côtés du Niger pour la paix, pour la sécurité et pour la cohésion du pays. Nous vous apportons les salutations des plus hautes autorités. En premier lieu, celle du général d'armée, Abdraman Tiani, chef de l'État, qui apprécie et salue ce que vous êtes en train de faire pour le pays. Les salutations aussi du Premier ministre, ministre de l'économie, sans oublier celle du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Le gouverneur MPG nous a aussi recommandé de vous apporter ces sincères remerciements et salutations. Nous allons demander auprès de vous de continuer à prêcher, de continuer à prier, de continuer la lecture de Saint-Coran dans les mosquées pour un Niger émergent, un Niger libre, un Niger de paix. À notre tour, soyez sûrs que vous aurez notre soutien. Vous aurez de temps en temps notre visite pour vous encourager à cet effort-là que vous êtes en train de faire pour notre pays. Les préfets du département d'Ingal et l'administrateur délégué de la dite commune ont salué cette initiative du sultan de l'Aïr Oumarou Ibrahim Oumarou qui vise la recherche de la paix. Vraiment, c'est de remercier l'honorable sultan de l'Aïr pour les efforts qu'il est en train de faire. Il fait beaucoup d'efforts. Je lance un appel à la population. Continuez à prier pour le pays. Continuez à prier pour nos martyrs. Gardez le cap. À travers ces initiatives déjà organisées dans le département de Tchourouzrine, les oulémas sous la conduite du sultan de l'Aïr Oumarou Ibrahim Oumarou accompagnent les autorités de la refondation pour que notre pays soit un havre de paix. Conférence ce matin à la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni de Niamey, organisée par l'ONG Ensemble Main dans la Main Niger-Russie, avec pour thème perspective d'études en Russie. Ils étaient nombreux à prendre part à cette conférence. Rahma Ousmane Tinaou, Ousmane Sani Abdou. Cette conférence organisée par l'ONG Ensemble Main de la Main Niger-Russie a pour objectif de présenter et de donner un aperçu global du système de l'enseignement russe aux étudiants nigériens qui souhaitent poursuivre leurs études en Russie. La rencontre a aussi évoqué les avantages de la bourse de coopération russe. Une manière donc de renforcer les liens de coopération et d'amitié entre le Niger et la Russie, dans le domaine de l'enseignement supérieur notamment. C'est une conférence d'information parce que présentement il y a beaucoup de Nigériens, d'étudiants qui veulent partir en Russie étudier. Et donc l'ONG a pris l'initiative quand même de leur donner des informations de base, leur permettant l'intégration une fois sur place, comment ils doivent s'y prendre pour pouvoir bien s'intégrer. Donc c'est une opportunité pour nos étudiants et même pour le pays d'envoyer nos étudiants là-bas pour subir des formations, surtout des formations en ingénierie. Donc le conseil que je leur donne, il y a le savoir là-bas et à eux de profiter.
Donc je les encourage, une fois sur place, de se mettre au travail. Parce que le pays a besoin de la qualité, des cadres, des ingénieurs de qualité pour revenir travailler pour le développement du Niger. En prenant la parole, l'instituteur de langue au sein de l'ONG Ensemble Main de la Main Niger-Russie, professeur Sergei Semenov, a rappelé l'importance de cette rencontre pour ses étudiants. Au cours de cette journée, un panel a été animé pour édifier les jeunes étudiants sur la possibilité d'étudier en Russie. Les retraités de l'administration des douanes du Niger sont en conclave depuis ce matin à Maradi. Ils tiennent l'assemblée générale ordinaire de leur association. Une rencontre placée sous le thème du renforcement de la solidarité et de l'entraide entre les membres de cette association. Elle est consacrée notamment à l'examen du rapport moral d'activité 2022-2025 et le renouvellement du bureau exécutif national. Les images. Quitter le travail n'est nullement synonyme de quitter la vie. Plutôt, la retraite est un nouveau chapitre qui s'ouvre sur une nouvelle vie avec de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités. Pour tout dire, les retraités ont encore à donner à leur pays, à leur communauté, à leurs collègues et à la nouvelle génération. Ceux de l'administration des douanes du Niger évoluent certes dans divers secteurs de la vie socio-économique et restent tout de même liés à leur structure dénommée Association des retraités de l'administration des douanes du Niger qui tient ce matin à Maradi sa toute première assemblée générale. Les présentes assises seront principalement consacrées à la présentation du rapport moral d'activité 2022-2025, la présentation de l'adoption du rapport financier 2022-2025, l'examen et l'adoption des amendements des statuts et du règlement intérieur et le renouvellement du bureau exécutif national ARD. La direction générale des douanes reste engagée à soutenir vos actions, notamment à travers l'appui institutionnel à vos initiatives, l'intégration des retraités dans les réflexions stratégiques et la facilitation de l'accès aux avantages sociaux et aux dispositifs du bien-être. Les travaux de cette Assemblée générale, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général de la région, Abdelkarim Mahamadou, plancheront sur, entre autres, renouvellement du bureau exécutif national et élection des commissaires aux comptes. Le renforcement de l'unité nationale répond à la vision de plus haute autorité de notre pays sous la conduite éclairée de son Excellence le général de l'armée, Abdraman Tiani, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence Ali Lamine Mohamed Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Abdelkarim Mahamadou a enfin demandé à ses agents ayant servi dignement, loyalement et honorablement le pays à travers la mobilisation des ressources de saisir cette occasion pour débattre des sujets ayant trait à la vie du pays et de transmettre leur expérience à la nouvelle génération. Et comme chaque lundi, voici un condensé de l'actualité sportive avec la traditionnelle page des sports. Et c'est ce soir avec Hassimi Abdoulaye. Hassimi, bonsoir. Bonsoir. Nous démarrons avec les premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel qui se tiennent à Bamako, au Mali. Voilà une compétition à laquelle le Niger participe avec une forte délégation de 90 athlètes dans 9 disciplines sportives. Il faut souligner que tout à l'heure, l'équipe des moins de 17 ans du Niger en football a battu le Burkina Faso 1-0 grâce à un but marqué par l'attaquant du Liberté FC, Mokhtar. Il faut donc, le Niger doit attendre le match Mali-Burkina Faso mercredi prochain pour savoir si effectivement il est qualifié en finale, parce que le Niger a perdu le premier match contre le Mali, le Niger gagne son deuxième match contre le Burkina Faso, donc tout dépend du troisième match contre Mali-Burkina Faso qui va décider donc du sort du Niger pour jouer la finale. Mais d'ores et déjà avec cette belle victoire, le Niger se positionne très bien pour la finale. On peut dire que l'équipe du Niger a déjà 1 pied et 9 orteils pour la finale. Le Niger a engrangé également 4 médailles en Kung Fu Wushu, et 1 en or, 2 en bronze et une en argent du moins.
Et il faut souligner que le Niger peut améliorer l'assiette de médailles au cours de ces Jeux avec l'athlétisme, le taekwondo, où le Niger fait figure de favori et surtout en lutte traditionnelle. D'accord. La Super League du Niger se poursuit avec beaucoup de suspense. Oui, effectivement, on a joué la 26e journée de cette compétition et la surprise est venue du Liberté FC qui bat l'un des prétendants au titre, l'association sportive de la garde nationale 1-0. Le Wamba FC de Maradi a partagé les points 0-0 avec l'AS Université. L'AS Fan fait le service minimum face à l'Urana 1-0. L'Olympique Football Club se balade devant la jeunesse sportive de Tawa 4-2. Match nul entre l'Espoir FC de Zander et SAS Sporting Club de Niamey. L'Union sportive de la Gendarmerie nationale bat Jangozo FC de Maradi 1-0. L'AS Police a été battue par l'AS Douane 1-0 et l'AS Nigelec, sans ses titulaires, a été battu par l'AS Renaissance 1-3. Il faut souligner qu'au classement, l'AS Fan conserve la tête du classement avec 51 points, suivi de l'AS Douane 50 points, l'AS GNN 47 points et 4e l'USGN 45 points. Le titre va se jouer obligatoirement entre ces 4 équipes qui sont à couteau tiré. En bas de classement, on retrouve la jeunesse sportive de Tawa 20 points, 14e, 15e Wamba FC de Maradi 16 points et 16e et dernier Jangozo FC de Maradi 16 points. Au classement des buteurs, on a l'attaquant de l'AS Fan Elvis Adair qui a 15 buts, God Give de l'AS Garde nationale 11 buts, Nicolas Koufi de l'Union sportive de la Gendarmerie nationale 10 buts et Moustapha Amadou qui dit Balmo et l'attaquant de l'AS Renaissance Club de Bokoti qui a 10 buts. Voilà donc ce qu'on peut dire pour la Super League. Voilà. Assimi, un jeune footballeur nigérien, brille en Espagne avec son club qui accède à la Liga. Effectivement, c'est historique et ça honore le pays. C'est Rahim Alassane Bonkano, qui est un jeune joueur formé ici à Achak Academy, qui est ensuite parti se perfectionner au Ghana. Ensuite, il rejoint l'Espagne, où il a gravi les échelons. D3 d'abord avec le Recreativo Huelva, D2 avec le Real Oviedo 2 ans. Et cette année, avec ce club, il accède à la Liga, qui est la première grande compétition, donc le championnat de première division en Espagne. Et il aura l'occasion naturellement l'année prochaine de jouer contre le FC Barcelone, contre le Real de Madrid, l'Atlético de Madrid. Enfin, les grands clubs espagnols. C'est l'un des espoirs du football nigérien, ici d'une grande famille de footballeurs, puisque son oncle n'est autre que Issouf Alassane Dante, qui fut un grand attaquant du MENA national, et son père, Alassane Bonkano, a été arbitre international nigérien. Donc Rahim, c'est aussi l'un des cadres du MENA national A. Il est sélectionné, en tout cas plusieurs fois en équipe A. Et son petit frère est actuellement le capitaine du MENA I-17 qui joue donc au Mali les Jeux de l'AS. D'accord. Sur le plan local également, Assimi, notre jeune brille en Super League du Niger. Oui, effectivement, il s'agit de Abdul Latif Goumaï, qui est également un jeune joueur. Et en début de saison, il était blessé et il avait eu aussi des problèmes pour régulariser sa licence parce qu'il venait d'une aventure en Europe. Et depuis, il brille de mille feux en championnat. Et l'année, lors de la 25e journée, il a marqué 4 buts contre le Liberté. C'est un joueur ayant effectué toutes ses classes dans les catégories des équipes nationales U17, U20, U23. Et il frappe aujourd'hui à la grande porte de l'équipe nationale A. Il est devenu l'un des atouts majeurs du MENA CHAN. Il est aussi l'attaquant principal de l'AS Douane qui joue les deux tableaux Coupe Championnat, puisque l'AS Douane est qualifié à la finale de la Coupe nationale qui va se dérouler le 6 juillet du côté de Tawa face à la Nigelec. Donc c'est vraiment un jeune espoir et également son grand frère joue en équipe A du Niger et s'appelle Jibril Goumaïdi Besto. Et pour terminer, de la lutte traditionnelle à Maradi. Et effectivement, les rideaux sont tombés hier à Maradi sur la coupe de la lutte traditionnelle mise en jeu par le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman. C'est le lutteur Cheibou Arji de Mayaï qui est sacré champion de cette édition. Plus de détails avec nos correspondants régionaux, Ankouraou Hassan et Nafiou Alhaj. La reine des Jeux Yacoub Ango dit Kantou à vivre du 20 au 22 courant au rythme de la coupe du gouverneur de la région de Maradi. Les lutteurs au nombre de 16 à raison de 2 par département faisaient feu de tout bois pour s'adjuger la dame coupe et les récompenses y afférentes.
C'est pourquoi la prudence était de mise. Aucun risque ne doit être pris car l'enjeu est de taille. De l'observation simple à l'analyse profonde, les athlètes cherchaient une faille pour porter l'attaque qui, rapidement contrée par le vis-à-vis. Soit, en pareil sport, il faudrait nécessairement un vainqueur et un vaincu. Ce manège a permis au gouverneur de la région de Maradi, promoteur de cette compétition, de constater que certains lutteurs manquent cruellement de conditions physiques, conditions sine qua non de performer. Le contrôleur général de police, Soumaman, a demandé aux athlètes de se mettre en tête que l'on ne peut être ce qu'on veut que quand on aurait compris la valeur du sacrifice. Le gouverneur a aussi saisi cette opportunité et a lancé un appel à toutes et à tous et à chacun de privilégier les prières, les douas et toutes les invocations idoines et adéquates, et cela quelles que soient les circonstances sociales, pour combattre les ennemis internes et externes de la nation afin de faire triompher les vertus entières et pleines de la paix, de la quiétude sociale et de la cohésion sociale, lorsqu'on sait que la lutte traditionnelle est le creuset de l'unité nationale où tous s'assemblent et se ressemblent. Ainsi, à l'issue de ce tournoi, Cheb Arji de Meyi est champion. Et a reçu des mains du gouverneur la coupe, une enveloppe de 300 000 francs et quelques récompenses en nature. Abdelkarim Mohamed, secrétaire général de la région, a servi le second, le malheureux finaliste Sani Habou, en lui remettant une enveloppe de 200 000 francs. Maman Lawal Maman, le secrétaire général adjoint de la région, a remis le troisième prix à Lawali Moussa Dijaki Bahoro de Meyi, d'une valeur de 150 000 francs, et Moustapha Soj de Dakoro, classé quatrième, a reçu une enveloppe de 100 000 francs des mains du secrétaire général de la commune urbaine de Maradi, Fodi Asman. Quant au sultan de Tibri Gobir, Sa Majesté Abdou Bala Marafa et Sa Majesté Dambaskor Ahmed Adezaki de Katina Maradi ont remis aux 12 autres tombés plus tôt des prix de participation et de consolation. Qui met fin à cette page des sports. Merci Hassimi Abdoulaye et à lundi prochain. À la demande expresse du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, une mission conduite par le directeur général des ressources du dit ministère a sillonné les régions qui abritent les sites de construction des escadrons polyvalents de la garde nationale et autres bâtiments dédiés à la police nationale. Objectif, faire un état des lieux de l'avancement des projets de ces constructions. Je vous invite à suivre l'intégralité de la visite terrain en partie magazine de cette édition, suivie du journal de l'Alliance des États du Sahel, les nouvelles du Mali et du Burkina Faso avec nos reporters de ces pays et aussi du Niger à travers les activités des ressortissants de la Confédération de l'AES. C'est sous la supervision d'Abdoulaye Koulibaly. Bonsoir. Conduite par le commandant Hamidou Soumana, directeur général des ressources du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, cette mission, composée des cadres civils et militaires, a pour mandat de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'édification des escadrons polyvalents de la garde nationale, ainsi que des bâtiments devant abriter des services clés de la police nationale. Ce déplacement s'inscrit dans une volonté politique affirmée de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure à travers des investissements structurels durables. Constater l'état d'avancement des travaux, ensuite constater les difficultés rencontrées, encourager les entrepreneurs, mais aussi d'apporter des améliorations en vue d'une accélération rapide de ces travaux et au profit de nos forces de défense et de sécurité en général. 6 projets d'envergure sont concernés. La délégation a pu ainsi visiter les chantiers d'escadrons polyvalents de la garde nationale situés à Bonkoukou, Dogonkiria, Yelou et Torodi, ainsi que ceux destinés à la police nationale, notamment le commissariat moderne de Matankari et le centre d'instruction de la police, érigé sur un site de 90 hectares. Ces infrastructures répondant aux exigences fonctionnelles, logistiques et humaines nécessaires à l'accomplissement efficace des missions régaliennes des FDS.
Malgré un contexte opérationnel difficile caractérisé par des incursions armées et des risques élevés, la mission a pu constater la présence effective des entrepreneurs, de leurs logistiques et matériaux de construction et la poursuite sans anicroche de leurs activités. Toutes choses qui témoignent forcément avancées significatives sur des différents sites. Les 10 travaux réalisés dans des délais contraints témoignent d'une mobilisation exemplaire des entrepreneurs nigériens, salués par le commandant Soumana Hamidou, qui a mis en exergue leurs engagements patriotiques et leur sens élevé des responsabilités nationales. Directement, on a pointé sur l'escadron polyvalent de Bonkoukou. Là, vous avez remarqué que les travaux sont à peu près à 30%. Et ensuite, on a continué sur Dogankiria. Dogankiria, l'escadron polyvalent qui a une superficie de 5 hectares. On a maintenant présentement la réception. Et idem pour le commissariat de Matankari. À Yelou encore, les travaux sont très avancés, presque à un niveau de 20 à 25%. Et même ce matin, c'est-à-dire ce vendredi, on a aussi continué sur Torodi. Là aussi, vous-même, vous avez remarqué que vraiment les travaux sont à un niveau à peu près, je peux dire, 20 ou bien 25%. Et présentement, nous sommes au chantier de l'école nationale, ou bien la nouvelle école nationale de police, qui a une superficie de 90 hectares. Et vraiment, nous remercions beaucoup ces entrepreneurs pour leur esprit de patriotisme et leur sens élevé. Présents de bout en bout sur le terrain, les entrepreneurs ont à leur tour salué la marque de confiance et de reconnaissance formulée à leur égard par la haute sphère politique du pays et réitèrent leur engagement à accompagner le Niger, leur pays, à se sortir d'affaires face à la situation de contraintes sécuritaires. Oui, effectivement, il nous a salués. Il nous a vraiment remerciés de tout ce qu'on a fait. Comme d'habitude, vous savez, nous, c'est nos partenaires, on travaille pour eux. Et donc, pour le Niger. On a bien travaillé. Bon, ça fait vous savez, ici dans la brousse, il y a des hauts et des bas. Mais quand même, on a pu tenir, on a fait tout ce qu'on peut faire. Et vous avez vu vous-même ce qu'on a pu réaliser. La visite du commissariat de Matankari dans la région de Dosso a constitué un moment fort de la tournée. La délégation y a découvert une infrastructure moderne, fonctionnelle et intégrée dans son environnement, destinée à rapprocher la police des populations locales. Ces rapprochements incarnent la vision du ministère en matière de police de proximité, dans un contexte de friction sociale croissante et de tensions intercommunautaires. Sur le terrain, face à tant d'engagement, l'émerveillement est total dans le rang des visiteurs. Selon le commissaire Ousmane Toudou, responsable logistique et infrastructure de la DGPN, ce commissariat représente un levier essentiel pour restaurer la confiance entre forces de l'ordre et citoyens. Condition sine qua non de toute stratégie de sécurité durable. Nous sommes aujourd'hui sur le site donc, de l'École nationale de police et que je mets à l'actif donc des autorités, des nouvelles autorités. Pourquoi je le dis? Parce que ce terrain, nous l'avons acquis avec l'avènement donc du CNSP. Et c'est un terrain qu'on avait cherché depuis des années, mais avec l'avènement du CNSP, ils nous ont acheté ce terrain. On a monté un projet et aujourd'hui, c'est une réalité qui est là. Et tout le monde peut le constater. L'école, vraiment, elle a pris forme. Et nous sommes, si on peut le dire, presque à la finition donc, de ce joyau pour la police nationale. Ce joyau permettra à toute la police d'améliorer les conditions donc, de formation de nos élèves. C'est un espace où on a tout prévu pour la formation des élèves. Je profite également de l'occasion donc pour remercier donc la haute autorité, à commencer donc par le DGPN et au-dessus du DG donc le ministre d'État pour la confiance qu'ils ont placée en nous pour conduire donc ce projet. De son côté, le colonel Abdou Issa, représentant la garde nationale, a souligné que ces ouvrages traduisent la priorité stratégique donnée par les plus hautes autorités de la transition à la question sécuritaire, dans le respect des principes de souveraineté, d'autonomie et de dignité.
les travaux évoluent. Vraiment, on est satisfait de l'état d'avancement de ces travaux. Donc, vraiment, ça sera à la fin de ces travaux un grand soulagement pour le personnel de la garde nationale et de la police. Ça, c'est la preuve palpable de la volonté de la haute hiérarchie de mettre le personnel dans de bonnes conditions de travail. Donc, vraiment, je saisis cette occasion au nom du haut commandant de la garde nationale du Niger, remercier la haute hiérarchie pour vraiment sa volonté de mettre les personnels de la garde nationale du Niger dans les bonnes conditions de vie et de travail. Le commandant Hamidou Soumana, totalement en phase avec les réactions, a rappelé que l'ensemble des chantiers visités sont financés exclusivement sur fonds propres de l'État nigérien. Ces choix audacieux dans un contexte de restrictions budgétaires et de pressions multiformes est l'expression concrète de la volonté des autorités de la refondation de restaurer la souveraineté nationale en rompant avec les logiques de dépendance imposées par les partenaires extérieurs souvent ambivalents. D'où son hommage aux animateurs de cet organe militaire suprême du pays. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et son Excellence Mohamed Ali Lamine Zen font de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité une priorité. Contrairement au dire, vous-même vous avez constaté que les travaux sont à un niveau très avancé et d'autres même à un stade de finition ou bien de réception. C'est un adage qui dit Aïdi Aba Aïma Gani Yaokoriji. Avant de mettre un terme à cette mission de terrain, le commandant Soumana a tenu à rendre hommage aux martyrs tombés au champ d'honneur, soulignant que leur sacrifice ne restera pas vain. Il a réaffirmé au nom du général de division Mohamed Toumba la détermination inébranlable du ministère à poursuivre les efforts d'équipement, de formation et de valorisation du personnel du FDS. Les escadrons polyvalents, une fois achevés, offriront un cadre de travail optimal aux unités de terrain, intégrant dortoirs, infirmerie, cuisine, réfectoire, postes de commandement, zones techniques ainsi que des dispositifs de défense et de tir avancés. Ces modèles de casernes modernes répondent aux standards internationaux en matière d'efficacité opérationnelle, de résilience structurelle et de projection rapide sur le théâtre des opérations. Au-delà de sa dimension logistique, cette tournée traduit une vision stratégique claire et assumée, celle d'un Niger qui prend en main sa sécurité, qui investit dans son avenir et qui, par la voix de ses dirigeants, s'érige et rempart contre toute forme de domination extérieure. À travers la consolidation de ses forces de sécurité, le pays prépare activement les fondations de sa stabilité future. Dans une conjoncture sécuritaire marquée par la persistance des menaces asymétriques et l'intensification des actions terroristes dans plusieurs régions du pays, une fois cette tournée démontre si besoin de la détermination du CNSP par l'entremise du général de division Mohamed Toumba à parachever la mise en place dans les meilleurs délais de l'architecture sécuritaire du Niger devant le mettre à l'abri de cette guerre à lui imposer. En attendant ces réalisations qui ne sont qu'une partie de celles qui sont prévues, permettant déjà de rassurer même les plus sceptiques, voire de rappeler que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ne s'est jamais éloigné de ses ambitions initiales, celle en particulier de pouvoir offrir aux Nigériens un îlot de tranquillité et de bien-être dans un monde de plus en plus agité.
Ces exercices de simulation sur table et sur terrain décrivent un scénario de déplacement massif de population suite à une attaque d'hommes armés visant des civils dans 3 villages d'une même province. Aussitôt alertées, les autorités, en collaboration avec les secours d'urgence et de réhabilitation, remontent l'information au ministre de l'Action humanitaire. Et en même temps, une réunion d'urgence se tient afin d'accueillir et porter secours aux déplacés. Ces exercices se déroulent dans le cadre du plan national multirisque face aux catastrophes et crises humanitaires. Il s'agit pour les dispositifs de mettre en place des actions de préparation ou de prévention, mais aussi des actions de réponse. Quand au moins on prévient, malgré tout la crise ou la catastrophe intervient, quelles vont être les actions à mettre en œuvre pour pouvoir minimiser ses conséquences et prendre au mieux en charge les personnes qui sont affectées. Ces différents acteurs intervenant dans la mise en place du dispositif du plan national de contingence multirisque face aux catastrophes et crises humanitaires fédèrent leurs efforts et donnent une réponse efficace à une crise humanitaire simulée. Au débriefing, les résultats de cet exercice sont jugés satisfaisants. Cet exercice a mis à l'épreuve nos dispositifs de coordination interinstitutionnelle, nos mécanismes d'alerte, nos procédures de terrain et notre capacité d'intervention rapide. Nous avons observé de réelles forces à capitaliser: l'esprit de solidarité communautaire, la synergie entre les acteurs, la fluidité de la logistique et de la gestion de l'information. Mais nous avons aussi identifié des axes d'amélioration. Ces simulations permettent aux autorités et leurs collaborateurs d'identifier les insuffisances du plan national 2024-2026 afin d'améliorer la stratégie de réponse en cas de survenue d'une réelle menace. Dès son arrivée à Gao, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Aruna Samake et sa délégation ont passé à la revue des troupes. Ensuite, il a échangé avec les chefs militaires avant de rencontrer la troupe. Nous sommes en guerre. Il est plus que nécessaire pour moi de venir sur le terrain, voir les hommes et les femmes qui sont là en train de combattre le terrorisme, pour leur donner mon soutien moral, booster leur morale et les rassurer de l'accompagnement des plus hautes autorités du Mali. Quelles qu'en soient les circonstances, quels qu'en soient les moments, nous devons être là pour les accompagner. Après la rencontre avec les hommes, le patron de l'armée de terre est allé au chevet des blessés de guerre. Il a aussi visité le centre d'instruction mixte de Gao. Le chef d'état-major de l'armée de terre est venu s'imprégner du bon déroulement de la formation des jeunes recrues, des stagiaires du certificat d'aptitude technique numéro 1 et 2, des stagiaires du certificat interarmes, et voir aussi éventuellement si on avait des difficultés et des suggestions à lui soumettre. Dieu merci, ça se passe très bien. L'avantage est que ces jeunes recrues et pélotonistes sont formés directement sur le théâtre des opérations. Donc nous pourrions en même temps joindre la théorie à la pratique. Nous sommes honorés de recevoir le premier responsable de l'armée de terre dans la région militaire numéro 1. Cette visite a permis de réarmer moralement les hommes, de prendre toutes les dispositions dans l'exécution des missions régaliennes dans le cadre de l'opération Doukouloko. Lors de la rencontre avec la troupe, le chef d'état-major de l'armée de terre nous a donné beaucoup de conseils, à savoir plus de cohésion entre les hommes, et une attention particulière dans l'utilisation des réseaux sociaux, dans la consommation des stupéfiants, et on nous a surtout conseillé de rester très très vigilants en cette période.
Le repas de corps avec la troupe au camp Firoun Ag en Linsar et la visite de courtoisie au général de division Moussa Moriba Traoré, gouverneur de la région de Gao, ont mis fin au séjour du chef d'état-major de l'armée de terre à Gao. C'est une avancée significative dans la lutte contre les maladies à transmission vectorielle. Composée entre autres de salles de cours, de salles d'exposition et de réunion, de laboratoires de recherche de dernière génération, ce complexe moderne vient combler le gap en termes de structure de pointe pour l'élimination des maladies à transmission vectorielle au Burkina et dans la sous-région. Un joyau architectural qui traduit toute la vision des plus hautes autorités en matière de recherche et de formation. Une vision qui entend faire du CEA High-Tech MTV un espace de convergence entre la théorie et la pratique. Un creuset où la diversité des savoirs et des expertises se rencontrent pour créer un impact durable. Dans le domaine de la lutte antivectorielle, on peut avoir plusieurs sortes d'outils, mais ce centre est essentiellement focalisé sur les outils qui peuvent provenir effectivement de l'utilisation des avancées biotechnologiques. L'objectif surtout ici pour nous, c'est de voir comment est-ce qu'on peut comprendre les traits phénotypiques qui permettent aux moustiques de pouvoir transmettre le paludisme. Une fois que ça c'est identifié, comment est-ce qu'on peut travailler justement à impacter ces traits-là de telle sorte que ça puisse réduire soit la capacité de reproduction des moustiques, soit leur capacité même à héberger le plasmodium et à pouvoir le transmettre à quelqu'un. Qui m'a particulièrement intéressé dans ce projet, c'est l'aspect de formation, renforcement des capacités. Vous savez, il y a un peu plus de 150 masterants qui ont été formés, 50 doctorants d'horizons divers, de tous les pays de la sous-région et même au-delà, Kenya, Cameroun. Donc ça a augmenté l'attractivité de l'université Nazi Boni. En plus de former, ce temple du savoir se présente comme un pôle d'excellence, d'éveil et de conscientisation des étudiants. Il est aussi un laboratoire fédérateur des chercheurs et des enseignants-chercheurs des différents instituts d'enseignement et universités du Burkina. Nous entendons faire de ce centre d'excellence un véritable centre d'émergence où nous aurons à former des compétences dans différentes disciplines. Bien sûr, il y aura la santé, mais en dehors de la santé, nous comptons également pouvoir donner une formation pratique aux étudiants qui sont en mesure, à la fin de leur formation, de sortir avec des projets de société mûrs. Le Centre d'excellence africain en innovation biotechnologique pour l'élimination des maladies à transmission vectorielle totalise à ce jour 6 programmes de formation